Vous aimez l'histoire, vous aimez l'aventure, la peinture, la musique militaire, vous allez adorer cette émission de Passé Présent. Car Philippe, aujourd'hui, de quoi parlons-nous ? Eh bien, dans un premier temps, j'évoquerai une histoire bien oubliée aujourd'hui, mais à l'occasion du 450e anniversaire de la fin de cet épisode malheureux, je raconterai ce que fut l'éphémère expérience de la Floride française au milieu du XVIe siècle. Puis dans un deuxième temps, Catherine évoquera pour nous la figure d'Alexandre Yakovlev, bien oublié aujourd'hui, mais qui fut le peintre des deux fameuses expéditions que furent la Croisière Noire et la Croisière Jaune, organisées par Jean-Marie Hart et Audouin Dubreuil au tournant des années 1930. Et puis enfin, eh bien, avec notre spécialiste en matière d'histoire de la musique militaire, Thierry Bouzard, nous reviendrons sur un événement de 1754 qui a profondément marqué notre tradition militaire et notre tradition musicale. Autour de tambour. Voilà, comme on adore le tambour, voilà, on va se régaler. Il s'agira de tambour. Alors, tout d'abord, cet épisode bien court, bien éphémère de la Floride française qui nous renvoie donc 4 siècles et demi en arrière. Oui, alors, qu'est-ce que les Français venaient faire en Floride ? On avait déjà essayé le Canada avec plus ou moins de succès, et la Floride, pourquoi ? Alors, on avait, comme vous dites, fait des tentatives au Canada parce qu'on cherchait le passage du Nord-Ouest au nord du Canada pour gagner directement la Chine. Ce sera une quête qui durera jusqu'au début du XXe siècle, en fait. Et c'est le Malouin Jacques Cartier, c'est bien connu, qui a conduit 2 expéditions demeurées célèbres en remontant le Saint-Laurent vers Québec, l'actuel Québec, et vers Montréal. Mais auparavant, il faut rappeler aussi l'expédition d'André Verrazzano pour le compte de François Ier, qui fut le premier navigateur à reconnaître le lieu où se dresse aujourd'hui New York. Verrazzano. Verrazzano, oui, on francisait en Verrazzano. Et puis il y a eu aussi des tentatives dans les années 1550, des tentatives françaises au Brésil également, qui là aussi ont été éphémères. Alors pour ce qui concerne la Floride, les choses sont assez simples. Il s'agit d'une séquence d'histoire assez courte, il va de 1562 à 1565, dans une période où l'un des hauts personnages de l'État, l'amiral Gaspard de Coligny, connu pour avoir été l'un des chefs du parti protestant et l'une des victimes de la Saint-Barthélemy, eh bien, Gaspard de Coligny pensait développer une entreprise coloniale outre-Atlantique pour plusieurs raisons. D'abord, il fallait occuper toute une noblesse turbulente qui, avec la fin des guerres d'Italie, la paix de Cateau-Cambrésis de 1559, se trouvait en quelque sorte au chômage. Nous sommes de plus dans une période où la rixe de Vassy, qui voit le massacre de quelques protestants par les catholiques du duc de Guise en 1562, suscite l'inquiétude dans le camp des réformés, tentés effectivement d'aller s'installer pour certains ailleurs, ou tentés par une entreprise coloniale de cette nature. Et ce temps des troubles qu'on appellera plus tard les guerres de religion, c'est la toile de fond, tout du moins à ses débuts, de toute notre aventure que nous allons évoquer aujourd'hui. Il y a aussi des aspects économiques. Les milieux maritimes protestants de Dieppe, de Saint-Malo, de La Rochelle sont tentés par l'aventure outre-Atlantique. Et puis enfin, il y a une autre raison aussi, c'est l'occasion de faire l'union sacrée contre l'ennemi espagnol. Et là, ça peut être l'occasion de rassembler tous les Français, quel que soit leur engagement religieux à l'époque, contre l'adversaire Habsbourg d'Espagne, en l'occurrence le roi Philippe II. Oui, parce que ces Espagnols ont déjà mis le pied en Floride. Oui, les Espagnols sont installés en Amérique, on le sait, depuis la découverte de Christophe Colomb. Ils ont bâti un gigantesque empire. En Amérique, et notamment en 1512, eh bien, un Espagnol, Ponce de León, est venu officiellement prendre possession de la petite péninsule, si on peut parler ainsi, que représente la Floride sur les côtes de l'Amérique du Nord, à une époque, je le rappelle, où le Mexique, la Nouvelle-Espagne, ainsi baptisée, comprenait les États actuels du Texas, du Nouveau-Mexique et de la Californie. Les Espagnols étaient très très présents dans ces régions. Alors cela dit, une région lointaine par rapport au Mexique, assez difficile d'accès. Plusieurs expéditions espagnoles ont
on songe surtout à celle d'Hernando de Soto jusqu'au Mississippi, n'ont pas pu établir la liaison entre la Floride et le Mexique, mais cette Floride était juridiquement une dépendance officiellement de la Nouvelle-Espagne. En 1557-1561, une nouvelle expédition de l'Espagnol Tristan de Luna va tenter de nouveau de prendre un contrôle effectif du territoire, mais la nature hostile, l'hostilité également des indigènes vont compromettre complètement cette tentative, ce qui fait qu'on a tendance à considérer à ce moment-là que le pays est pratiquement inhabitable. Alors, à côté de cela, les récits d'un moine franciscain qui s'appelle Marcos de Niza laissent espérer au contraire que l'on a affaire à une sorte de pays de cocagne, un Eldorado qui va faire rêver évidemment les éventuels conquérants ou colons décidés de s'y installer. Alors il y a quand même un problème, c'est que d'une part l'Espagne a préempté en quelque sorte le territoire depuis 1512 et d'après le partage qui a été établi lors du traité de Tordesillas en 1494, eh bien, incontestablement, partage réalisé entre l'Espagne et le Portugal, je le rappelle, sous l'égide du pape Alexandre VI, eh bien, la Floride appartient à l'évidence au domaine espagnol. Donc cela... L'expédition française va partir, mais voilà. Alors dans quelles conditions? Combien d'hommes? Parce que c'est grand. On a une petite expédition pour la première tentative qui est confiée à un capitaine diepois très expérimenté qui s'appelle Jean Ribaut, qui a avec lui un second qui s'appelle René Goulaine de Laudonnière. Ce sont ces deux hommes qui vont être les principaux artisans de l'entreprise française en Floride, tous les deux protestants. Et deux navires vont quitter donc Dieppe en février 1562. Ils vont atteindre le Cap des Français. C'est un lieu qui se trouve à peu près à 39 degrés 30 nord, c'est-à-dire aujourd'hui entre la Floride et la Caroline du Sud, dans cette zone-là. Ils vont prendre contact avec les Indiens Timucuas au mois de mai. On va installer une colonne fleur-de-lysée pour bien témoigner de la prise de possession, même si celle-ci n'a pas grand-chose d'effectif. On s'ébahit devant la prétendue richesse du pays. On prend un peu ses désirs pour des réalités parce que le pays produit du mil, du maïs, des haricots, donc apparemment des potentialités agricoles prometteuses. Et puis surtout, on espère que l'on va trouver de l'or, d'autant que les indigènes, quand on leur en parle, ne déçoivent pas les attentes des nouveaux venus. En attendant, on baptise les rivières littorales qui vont s'appeler la Seine, la Somme, la Loire, la Garonne, la rivière de Port-Royal. Et finalement, au mois de mai, on va s'installer sur les rives de cette rivière de Port-Royal. On va ériger une deuxième colonne fleur-de-lysée, pour bien préciser les choses. Mais là, les contacts avec les Indiens posent davantage de problèmes. Il y avait eu des échanges de cadeaux lors du premier contact. Cette fois, les Indiens s'enfuient, plus ou moins effrayés par ces nouveaux venus. Et on ne pourra en ramener aucun en France, comme s'y était engagé Ribaut, pour voir effectivement à qui on avait affaire. Alors on va bâtir un fort qui s'appelle Charlesfort, en l'honneur du jeune roi Charles IX, parce que Ribaut a l'intention, après cette première reconnaissance, de rentrer en France, tout en laissant une petite garnison, une trentaine de volontaires simplement, qui vont rester sous le commandement de l'un de ses seconds, Albert de la Pierria, pour attendre l'arrivée, le retour de Ribaut, accompagné de renforts. Alors, mais ils étaient courageux, les 30 volontaires qui restaient sur ce rivage. Mais avec aussi beaucoup d'espoir quant aux fortunes que l'on pouvait attendre, d'hypothétiques mines d'or à l'intérieur du pays. Ribaut va donc repartir dès le mois de juin. La tempête, les conditions météo l'empêchent de longer la côte vers le nord pour la reconnaître comme il l'avait prévu, jusque vers la hauteur du 40e parallèle. Et finalement, il va rentrer à Dieppe en juillet 1562. Le voilà de retour à Dieppe. C'est ainsi que se termine sa première expédition. Mais il a promis de revenir. Voilà, il devait ramener des renforts dans les 6 mois, parce qu'on rêve aussi, parce qu'on a entendu parler, là aussi, de manière plus ou moins précise, des fameuses cités de Cibola, qui sont la version en Amérique du Nord, un petit peu de la cité de l'Eldorado en Amérique du Sud pour les conquistadors espagnols. Alors tout ça, évidemment, pousse à repartir. Oui, mais il y a un problème. Il se passe des choses. Voilà, c'est qu'en France, nous sommes entrés dans la période qu'on
a appelé ensuite celle des guerres de religion. Hein. Ribaut est protestant, il va défendre Dieppe contre les catholiques qui vont s'en emparer. Du coup, Ribaut va aller se réfugier en Angleterre où il va rester un certain temps et il ne sera pas disponible pour conduire une nouvelle expédition dans les délais prévus. Et pendant ce temps-là, à Charlefort, les choses se passent plutôt mal. Le capitaine de la Pierria est contesté par les hommes, il y a une mutinerie. C'est un de ses seconds, Nicolas Barré, qui prend le commandement, qui avait une certaine expérience de l'aventure coloniale, puisqu'il avait été dans les tentatives effectuées au Brésil au cours des années précédentes, en 1557. Hein. Donc une mutinerie, voilà. Genre le Bounty, oui, non, quand même pas aussi. Oui, c'est pas pareil, c'est une mutinerie à terre. Hein, à terre, c'est déjà mais, plus facile. Très vite, les difficultés vont quand même s'accumuler après les espoirs qui avaient été caressés au début, notamment les problèmes de vivre. Parce que cette fameuse terre de Cocagne pouvait nourrir les Indiens qui étaient sur place, mais tout cela variait aussi en fonction des récoltes d'une année sur l'autre. Hein, et très vite, eh bien, notre trentaine de colons ou de Français restés là-bas, ils vont se trouver confrontés tout simplement à la famine. Hein. Ils n'ont pas avoir de ressources suffisantes pour manger. En plus, pour la plupart, ce sont des nobles. Il n'est pas question de travailler, de cultiver la terre. Hein. Ah, oui. Là, ça se complique vraiment. On manque de paysans. Oui. Ils ne sont pas du tout préparés, en fait, à une situation de ce genre. Hein. Et du coup, ils vont tenter de revenir. Ils vont échouer dans cette tentative. Ils vont essayer de fabriquer un bateau, mais sans succès. Ils seront récupérés, en fait, par un navire anglais. Et c'est ainsi que se terminera la première expédition en Floride, donc sur un échec tout à fait évident. Alors, cela dit, en France, au fil des mois, les choses se sont un petit peu arrangées. En 1563, l'édit d'Amboise, édit de pacification, va calmer un petit peu l'affrontement entre catholiques et protestants. Et du coup, une deuxième expédition va pouvoir partir, toujours à l'initiative de Coligny, confié à Laudonnière cette fois, puisque Ribaut, il est en Angleterre après le fameux siège de Dieppe que j'évoquais tout à l'heure. Alors, 3 vaisseaux vont quitter le Havre, donc une expédition un peu plus consistante, en avril 1564. Fin juin, ils vont arriver à hauteur de la rivière des Dauphins, là où se trouve aujourd'hui la ville de Saint-Agustin. Hein. Et là, comme le fort de Charlefort avait été brûlé entre-temps par les Espagnols qui étaient passés par là, eh bien, nos Français vont aller s'installer au bord de la rivière Mai pour y construire Fort Caroline, cette fois. Deuxième implantation française, donc, mise en place. Caroline, toujours en hommage au roi Charles. Oui, certainement, oui, bien sûr. Alors, seulement les Français, là, vont accumuler un petit peu les maladresses, notamment vis-à-vis des indigènes, vis-à-vis des Indiens, ce qui est très maladroit parce qu'ils ont besoin d'eux, notamment pour leur nourriture, hein, pour des raisons alimentaires. Ils sont en état de dépendance par rapport aux indigènes. Alors, ils vont se mêler de manière assez malheureuse des querelles tribales, dresser les Indiens parfois les uns contre les autres, mais également contre eux. La troupe va s'agiter à cause de toujours ce mythe de l'or dont on suppose la présence, dont on soupçonne que le chef voudrait le garder pour lui tout seul et donc maintient le secret. Du coup, nouvelle mutinerie. Laudonnière se retrouve prisonnier des mutins et pour qu'il l'élargisse, eh bien, il doit accepter de donner à 2 de ses officiers 2 bateaux avec lesquels ils vont tout simplement aller pirater dans la mer des Antilles. Ils vont même s'en prendre à un navire espagnol pour s'emparer des richesses qu'il contient. On imagine effectivement les effets. Il y a une réaction bien sûr espagnole. Ils vont être vaincus, arrêtés. Et pour les Espagnols, ils vont être considérés comme de simples pirates, et plus grave, des pirates luthériens. Ce qui, évidemment, pour la suite, va créer les conditions d'un affrontement beaucoup plus féroce entre les uns et les autres. Pendant ce temps-là, ceux qui étaient restés à Fort Caroline, là aussi, sont confrontés à la famine, doivent se nourrir de racines dans des conditions difficiles, tombent dans une embuscade tendue par les Indiens. La petite colonie, en fait, se trouve très vite à l'agonie. Et même chose, en août 1565, eh bien, les survivants sont récupérés, là encore, par un navire anglais qui passait par là.
Et le capitaine anglais Hawkins est assez lucide, lui. D'abord, il ne croit pas un mot de la présence d'or dans cette région. Hein. Et puis, surtout, il porte un diagnostic très juste. Il voit bien que cette colonie ne pouvait qu'échouer, faute de disposer des bras nécessaires pour cultiver la terre. Voilà. Il n'y a pas de paysans, et ben on ne peut pas survivre dans ces conditions. Alors, ils sont récupérés, nos survivants, au début du mois d'août 1565. Mais voilà que le 28 août, eh bien, une nouvelle expédition arrive. C'est une véritable escadre de 7 navires, cette fois. Hein, avec, voilà, avec 600 colons. C'est Ribaut, hein, de nouveau, qui a le commandement, Jean Ribaut. Hein. Ils sont partis de Dieppe en juin 1565. Et là, on a de grands espoirs, parce que tous ceux qui arrivent sont encore toujours persuadés qu'on va avoir affaire à un pays de cocagne. Pendant ce temps-là, plus politique, Catherine de Médicis souhaitait ouvertement que tous les Huguenots partent dans ce pays-là. N'est-ce pas ? C'était une manière de se débarrasser de ces protestants. Alors, on a donné à Ribaut le titre de lieutenant du roi en Nouvelle-France. Déjà, le terme Nouvelle-France est utilisé. Hein. Il a un second, François de Lagrange. Hein. Mais là aussi, les choses vont très vite mal tourner parce que les Espagnols ne sont pas du tout décidés à laisser s'implanter une colonie française, qui plus est luthérienne, protestante, dans leur espace américain ou à proximité de leur espace américain. Et donc le roi Philippe II, bien renseigné par son ambassadeur à Paris, par ses espions en Normandie, etc., va réagir et une expédition va être confiée à Pedro Menéndez de Avilés avec 10 navires et 2600 hommes. Là, c'est du sérieux. Là, c'est du sérieux. On va faire à des poids lourds. Ils vont débarquer sur la côte de Floride, construire le fort de San Agustín, hein, qui était à l'origine de la ville actuelle portant ce nom, et puis on va se retrouver donc dans une confrontation prochaine entre les deux camps, entre Français et Espagnols. La disproportion des forces est énorme. Alors il y a la disproportion des forces, il y a aussi un petit peu la malchance, parce que Ribaut, considérant que la meilleure défense est l'attaque, surtout quand on est en situation d'infériorité, on bénéficie de la surprise. Ribaut voudrait aller attaquer San Agustín par surprise, il embarque avec le gros de ses forces, mais pas de chance, la tempête est au rendez-vous, et donc tout le monde est dispersé, se retrouve dispersé sur les côtes. Et comme les Espagnols sont assez bien renseignés, ils vont profiter de tout cela pour attaquer la position française, le fort Caroline, où il ne reste qu'une garnison extrêmement faible, hein, le 20 septembre 1565. Ils vont s'emparer du fort et ils vont massacrer les défenseurs. 132 défenseurs sont tués. On va faire grâce aux 50 femmes et enfants qui étaient là. Quelques rescapés, dont l'Audonnière d'ailleurs, qui va en réchapper, qui va s'enfuir à travers la forêt, gagner la côte, qui sera récupéré par un navire anglais qui réussira à rentrer en France finalement, mais on le voit, l'échec est total. Fort Caroline est rebaptisé Fort San Mateo, hein, pour en finir avec cette affaire-là. Les Espagnols vont s'occuper des naufragés qui se sont retrouvés dispersés sur la côte. Ils vont réussir. Quand vous dites, ils vont s'occuper. Ils vont les encercler, ils vont les massacrer. Ils vont les massacrer méthodiquement. C'est bien ce qui me semblait, oui. C'est comme ça que Ribaut lui-même, qui avait été le principal artisan de cette aventure française en Floride, est tué lui aussi à ce moment-là. Seuls quelques réfugiés français vont réussir à se retrouver dans le secteur du Cap Canaveral et vont réussir à y survivre quelque temps, auront la vie sauve. Alors, quand on apprend, n'est-ce pas, cet épisode, en France, l'indignation est profonde chez les protestants. Dans le reste du pays, on se fait une raison, parce que là, le clivage religieux étant ce qu'il est à l'époque, c'est surtout l'opinion protestante huguenote qui est traumatisée. En revanche, en Angleterre, on est absolument indigné du comportement des Espagnols, et ces événements-là serviront à justifier toute l'action des corsaires anglais, les Drake, Raleigh et autres, par la suite contre l'Espagne, coupable de tels forfaits. Alors, ce forfait sera quand même vengé dans une certaine mesure, puisqu'en 1567, c'est un Gascon protestant lui aussi, Dominique de Gourgues, qui va quitter Bordeaux avec 3 navires et qui va réaliser un raid assez spectaculaire. Il va surprendre le fort espagnol de San Gabriel, hein, nous sommes là en avril 1568, et qui se trouve au sud de l'estuaire de la Mai, et il va s'emparer du fort, il va faire pendre
tous les défenseurs. Voilà, tous les prisonniers sont pendus. Il revient immédiatement en France, où il est accueilli triomphalement à La Rochelle et à Bordeaux. En revanche, à la cour de France, on est beaucoup plus réservé. On n'a pas envie de s'embarquer dans une opération lointaine de cette nature. Charles IX ne donne pas suite à cette réaction, à ce raid de représailles, et il marque en fait la fin de l'aventure française en Floride. Un échec qui s'explique pour de nombreuses raisons. On l'a dit, trop de nobles qui n'avaient pas franchement le profil de véritables colons appelés à s'installer dans la durée. Pas de vrais colons, pas de paysans en quantité suffisante, ou ceux qui sont venus avec la dernière expédition de Ribaud, ils ont été massacrés à Fort Caroline. De plus, c'est une entreprise qui apparaît comme presque exclusivement protestante, ce qui limite évidemment le soutien qu'elle peut obtenir, à la fois du pouvoir et puis de l'opinion de l'époque. Même les armateurs protestants que j'évoquais tout à l'heure sont réservés parce que la colonisation s'est perçue comme une opération très aléatoire. Ils préfèrent miser plutôt sur la course ou alors sur la pêche, tout simplement, le commerce maritime. Il y a aussi le manque de moyens financiers que la monarchie peut mettre en jeu pour soutenir une opération de cette nature. En fait, il n'y a pas en France au XVIe siècle de projet colonial cohérent. On l'a dit, il y a eu des voyages d'exploration. On a évoqué Verrazzano, Jacques Cartier, la tentative du Brésil. On pourrait penser aussi aux Diepois qui sont allés vers l'Indonésie, les navigateurs de Jean Angot, etc. Mais il n'y a pas de projet colonial cohérent. Il faudra attendre Samuel de Champlain au début du XVIIe siècle pour voir naître pour de bon cette fois sur les rives du Saint-Laurent, à Québec, une nouvelle France qui, elle, va durer jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Merci Philippe. Restez avec nous. Je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Alexandre Yakovlev. C'est un Russe qui est né à Saint-Pétersbourg en 1887 et qui est d'une famille à la fois d'officiers de marine et de scientifiques. Par exemple, sa maman sera la première docteure en mathématiques en Russie. Donc un milieu cultivé, et lui est très tôt attiré par le dessin et la peinture. On dit de lui qu'il dessinait plus vite qu'on ne peut prendre une photo. C'était en quelques secondes, il croquait une scène, il croquait un visage, c'était assez extraordinaire. Alors physiquement, il ressemblait un petit peu à Méphistophélès, très mince, avec une barbiche, très, très vif. C'est un homme doué et qui va se trouver traverser des événements historiques extrêmement durs, avec une sorte de légèreté qui est tout à fait sidérante. Alors, il va, après de bonnes études à Saint-Pétersbourg, il va faire l'école des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, où il va fréquenter une nouvelle école, par exemple, dans laquelle il y aura Diaghilev, et puis son ami qui s'appelle Vassili Choukaïev. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils partent en 1913 en Espagne pour un voyage artistique. Et la guerre va les surprendre là-bas. Au lieu de rentrer, ils continuent avec l'Italie. C'est très très curieux. On a l'impression que la guerre ne touche pas trop Yakovlev. Il va quand même faire un bref retour à Moscou, mais semble-t-il ne sera jamais vraiment sur le front combattant. Il épouse une très jolie actrice russe qui s'appelle Bella Tchenchova. Ils auront un petit garçon qui malheureusement va mourir quelques mois après. Mais Yakovlev connaîtra à peine cet enfant parce qu'en 1917, alors que franchement il y avait d'autres choses à faire en 1917, surtout en Russie, il obtient une bourse et très curieusement il part en Chine. Ça paraît invraisemblable, mais il a une bourse d'études des beaux-arts chinois en 1917. Donc il va parcourir la Chine, il va parcourir la Mongolie à cheval, il va rencontrer un autre aventurier, c'est Kessel, qui va rester son ami toute sa vie. Et puis pour faire bonne mesure, après la Chine, il va partir au Japon, dans une île
Alors tout ça nourrit évidemment sa création artistique, hein. Il va simplifier sa façon de peindre, il va attraper ce coup de pinceau très, très léger et puis il s'intéresse aux gens qu'il rencontre. Évidemment, les Chinois en 1917-18, il y avait beaucoup de choses à peindre et il ne va pas oublier ça. En 1920, il sent qu'il ne faut pas rentrer en ce qui est devenu l'URSS. Hein. Sa propre sœur va avoir un drame épouvantable. Son mari va être tué par les Rouges. Elle-même, avec son bébé, va essayer de fuir Saint-Pétersbourg. Sa petite fille va mourir en route. Elle finira péniblement par atteindre Paris, où elle finira ses jours d'ailleurs en 79. C'était une cantatrice d'un bon niveau, hein, mais on voit comme ces familles ont été explosées, massacrées par la Révolution d'octobre. Alors en 1920, il commence à se faire connaître à Paris. Il fait des expositions qui ont beaucoup de succès avec ses peintures chinoises et puis ses portraits. Et c'est comme ça qu'il va être remarqué par toute l'équipe de Citroën. Alors vous savez que André Citroën à cette époque-là, pense à cette fabuleuse expédition qui s'appellera la Croisière Noire, avec une année avant déjà une sorte de répétition, hein, en Afrique, et il réunit une équipe extraordinaire qu'on retrouvera quelques années plus tard pendant la Croisière jaune, hein, ça sera quasiment la même équipe. Alors il y a Georges-Marie Hart, qui est un homme extraordinaire, il y a Audouin Dubreuil, il y a donc Yakovlev qui sera le peintre officiel de l'expédition, mais il y a toutes sortes de gens. Il y a bien sûr des mécaniciens, il y en aura vraiment besoin, mais il y a aussi un taxidermiste, par exemple, quand il rencontrait des animaux intéressants, il les abattait et le taxidermiste les empaillait tout de suite. Il y a Léon Poirier, qui est le cinéaste et le photographe de l'expédition. Il va ramener de la Croisière Noire un film formidable qui aura beaucoup, beaucoup de succès. Dans la Croisière jaune, il y aura en plus un personnage très attachant qui est Victor Point, qui mènera le groupe Chine, puisque la Croisière jaune va partir en deux vagues, une vague qui s'appellera Pamir, qui partira d'ouest en est, et l'autre vague qui s'appellera Chine, menée par Victor Point, qui fera l'inverse. Mais Victor Point, on le sait, va finir par se suicider par amour pour une actrice. Il mériterait à lui seul une émission, ce pauvre et beau lieutenant Victor Point. Il y aura aussi Teilhard de Chardin, il y aura des tas de gens absolument passionnants qui vont se retrouver à vivre ces mois d'aventure, parce que c'était vraiment l'aventure. Et Yakovlev, eh bien, il vit ça à 150%, parce que chaque fois qu'il voit quelque chose d'intéressant, il s'arrête, il sort son matériel, et en quelques secondes, il croque un visage, il croque une scène. Alors, il fait des croquis, on a des dizaines et des dizaines de carnets de croquis, et puis le soir, à l'étape, il met des couleurs, il met des indications, et il en fera des portraits, enfin des vrais tableaux après. Et ces tableaux sont absolument magnifique. Il y a en particulier un profil d'une jeune femme, on dirait une déesse antique, elle a un profil d'une pureté absolue, et ça sera un peu le symbole de cette Croisière Noire, ça sera sur l'affiche du film La Croisière Noire, et la France entière va se précipiter pour voir ça, parce qu'on a envie d'exotisme. C'est le moment de l'art nègre, c'est le moment des danses de Joséphine Baker. Enfin, Paris vibre au rythme de l'Afrique. La Croisière jaune, ça va être encore beaucoup plus compliqué. Vous savez qu'il y aura le passage en particulier de l'Himalaya, le passage de la Khyber Pass en Afghanistan. Il va falloir parfois démonter ces énormes voitures. Alors la voiture de Hart s'appelait le Scarabée d'or, et celle de Audouin Dubreuil, je ne sais plus, le Croissant d'argent, je crois. Et ces voitures, il va falloir les passer à dos d'hommes, avec évidemment des coulis, enfin des porteurs. Personne ne mourra pendant cette expédition, à part Hart, qui va malheureusement mourir de maladie en arrivant enfin en Chine, et il ne reviendra pas à Paris. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Yakovlev, là aussi, il va croquer tous les personnages, toutes les tribus, tous les types humains qu'il va rencontrer. Et il va aussi s'intéresser aux richesses culturelles des endroits qu'il traverse. En particulier en Afghanistan,
à Bamiyan. En Bamiyan, ça vous dit quelque chose, puisqu'il y avait ces magnifiques Bouddhas qui dataient du 5e siècle, je crois, et qui ont été détruits par les islamistes. Alors, lui s'installe plusieurs jours, et même peut-être 2-3 semaines, et il écrit « Sur un pliant instable, il faut passer des heures à travailler, la tête renversée, pour déchiffrer la fuite des lignes souples et vivantes sur la terre rongée par le temps, et blessé par les coups de fusil des fanatiques mahométans. » Déjà, hein, déjà. C'est-à-dire que les islamistes déjà donnaient des coups de fusil dans ces magnifiques œuvres d'art bouddhistes du 5e siècle. Yakovlev a terminé la croisière jaune, il a maintenant un statut tout à fait considérable, hein, il est connu, c'est un peintre connu. Il va être engagé au musée de Boston pendant quelques années. Et puis, il va revenir en France. Sa femme, entre-temps, s'est suicidée à Berlin en 1929. Il ne l'a jamais revue. Ils avaient divorcé, j'allais dire par courrier, hein, ils ne s'étaient pas revus. Et lui, malheureusement, va mourir d'un cancer de l'estomac en 1937. Et il est, comme vous le disiez, Philippe, bien oublié aujourd'hui. Pour ceux qui habitent la région parisienne, allez au musée des années 30 de Boulogne et vous verrez beaucoup d'œuvres de Yakovlev. C'était vraiment un artiste remarquable et qui mérite toute notre attention et un grand coup de chapeau. Alors Philippe, nous recevons Thierry Bouzard. Nous recevons donc Thierry Bouzard, grand spécialiste de l'histoire de la musique militaire que nous avons déjà accueilli et qui va nous parler aujourd'hui d'un moment bien particulier dans l'histoire de toute cette tradition. Nous sommes en 1754, je crois, et il va y avoir un effort de rationalisation, si l'on veut, d'organisation de tout cela dans le cadre de l'armée d'Ancien Régime, mais avec des innovations qui vont s'installer ensuite dans la durée. Alors, Thierry Bouzard, que se passe-t-il en 1754? Nous sommes, je le rappelle, sous le règne de Louis XV, le roi bien-aimé. Voilà. Au milieu du siècle des Lumières, et cette rationalisation s'étend à l'armée, évidemment. Il y a un besoin d'organiser les déplacements des troupes, les mouvements des troupes, et il y a un besoin d'organiser aussi la transmission des ordres. Et on a toujours tendance à assimiler le tambour à un instrument de musique, ce qu'il est d'une certaine façon, mais en réalité, dans cet usage militaire de transmission des ordres, ce n'est plus de la musique, ce sont des signaux d'ordre, et c'est pour ça que le terme de musique d'ordonnance n'est pas très adapté, parce qu'on confond à ce moment-là les usages, et qu'il vaut mieux utiliser le terme de célestique qu'employait le général Bardin, grand spécialiste des usages militaires, puisqu'il avait écrit un dictionnaire de l'armée de terre, publié en plusieurs éditions dans les années 1840-50, et qui sert de référence sur l'historique de tous les usages à l'intérieur, au sein de l'armée française, et il appelait ça la célestique, pour bien faire la distinction entre les musiques et les signaux d'ordre. Les signaux d'ordre qui existent dans les armées depuis tous les temps. Depuis toujours, oui, mais il faut bien transmettre les ordres, et la voix ne suffit pas. Quand le bruit de la bataille et puis la masse des combattants est trop importante, il faut bien d'autres artifices pour pouvoir transmettre les ordres du commandement à la troupe. Et dans l'Antiquité, c'était bien souvent des instruments en cuivre qu'on voit sur les gravures, enfin les sculptures antiques. Oui. Mais à partir des Suisses, on va adopter le tambourin et le fifre, et surtout le tambourin qui va évoluer pour devenir le tambour d'ordonnance, au départ qui va être très gros à partir du moment où il est adopté dans l'armée française par François Ier. Et puis progressivement, l'instrument va diminuer en dimension pour devenir ce qu'on connaît à la fin du XVIIIe, se stabiliser, un instrument avec une caisse en cuivre. Il faut que cet instrument soit portable par un homme, j'imagine. Ce qui est très curieux, c'est que c'est vraiment pas adapté, parce que promener une caisse par monts et par vaux, par tous les temps, en toute saison,
par des fantassins, même si c'est pas lourd, c'est pas pratique. C'est pas très pratique, oui. Et effectivement, la pluie doit l'abîmer. La pluie, évidemment, la pluie détendait les peaux, donc à ce moment-là, le roulement s'entendait moins bien. Oui. Donc c'est vraiment pas adapté. C'est très curieux. On pouvait s'attendre à ce que tout ce travail de réorganisation intervint à l'époque de Louvois. C'est Louis XIV qui organise l'armée en régiment, organise la marche au pas, l'ordre serré, la hiérarchie des grades, etc. Uniformes. Il y a tout un effort d'uniformisation, d'organisation, mais il faut attendre encore un siècle pratiquement pour que survienne cet événement de 1754. C'est très curieux parce qu'en réalité, évidemment, le commandement, le roi et les grands chefs militaires essayent par des ordonnances constamment de rationaliser les batteries de tambour et ça ne fonctionne pas. En 1650, Lully compose la Générale, qui est la plus grande une des plus grandes batteries utilisées dans l'armée, et ça montre bien l'intérêt du commandement pour ces signaux d'ordre, alors que tous les autres sont des signaux d'usage qui n'ont pas de compositeur, qui ont été transmis parce que les soldats de la troupe l'utilisaient. Et impossible pour le roi, malgré toutes les ordonnances qui se succèdent les unes après les autres, impossible d'arriver à une rationalisation. Et finalement, il faut attendre 1754 pour qu'enfin, après un effort de nombreuses années, parce que évidemment, cette grande partition qui a une dimension, en réalité, dépliée, ça a cette dimension, je dirais, presque 1 mètre peut-être pas, mais 60 cm ou de. On a encore bien sûr qu'on en a plusieurs, mais c'est un monument, une édition extraordinaire, comme il n'y a pas d'équivalent ni avant ni après dans l'armée française, ni à l'étranger. Et c'est à l'époque gravée sur cuivre, une partition de cette dimension-là, c'était un effort, un investissement considérable. Avec, il y en a eu évidemment pour envoyer dans tous les régiments. Ça ne sera jamais réédité. Et il y a une précision dans le choix des batteries et la façon de les éditer qui montre bien l'intérêt du commandement. Le roi supervisait ça personnellement, puisqu'à la fin de cette formation, donc tous les tambours vont être réunis aux Invalides, tous les tambours majeurs de tous les régiments de l'armée française. Il n'y a pas, c'est la seule réunion des tambours majors de toute l'histoire de l'armée française, et il n'y en aura pas d'autres après, et c'est pour enseigner ces batteries de tambours, et donc à chaque tambour major on donne cette grande partition, et ils sont tous formés, c'est une sorte de séminaire de formation aux Invalides, par le tambour major des gardes françaises, qui fait fonction de tambour major général, bien que le grade n'ait jamais existé, mais c'est lui qu'en a la fonction, et qu'à ce moment-là, il enseigne l'ordonnance qu'une bonne partie connaissait déjà, parce que c'était des batteries qui étaient déjà en usage, mais chacun la battait un peu à sa façon. Il faut se distinguer. Dans l'armée, on utilise des uniformes, mais il n'y a rien de moins uniforme que l'uniforme. Voilà. Et les batteries, c'était pareil. On a combien d'hommes, là, alors, ces gros, tambours majors? Un tambour major par régiment, en gros, 130. D'accord. Alors, il faut remarquer aussi que nous sommes en 1754. L'armée a le temps de s'occuper de ça, parce qu'on est entre la guerre de succession d'Autriche, qui s'est terminée en 1748, et la guerre de 7 ans, qui commence en 1756. Donc, c'était le moment. Voilà, ce moment de paix passagère fait qu'on peut se consacrer à ce genre de travaux. Voilà. C'est plus pratique de faire ça pendant les temps de paix. Oui. Mais il y a eu un travail de préparation sur plusieurs années et de tests dans la plaine des Sablons. L'été, c'était là où se faisaient les expérimentations. Et l'hiver, ceux qui avaient fait les tests en discutaient entre eux et refaisaient des tests l'année suivante. Ça a duré sur plusieurs années pour en arriver à composer cette partition qui a été un travail considérable. Et c'est là, à ma connaissance, la première partition dans laquelle on voit la durée d'exécution indiquée sur la partition. C'est-à-dire, il est marqué 1 seconde, 1 demi-seconde, 2 secondes par mesure. Et à ma connaissance, en musique, on n'utilise pas ce chronométrage. On utilise les appréciations à l'italienne, mais pas... C'est-à-dire allegro voilà, c'est ça. C'est toujours l'artiste, le compositeur ou chef d'orchestre qui apprécie, tandis que là, c'est vraiment très précis. Et pour une raison bien simple, c'est qu'on voulait normaliser la vitesse du déplacement des troupes, la vitesse du pas. Tout devait être organisé. C'est incroyable, cette espèce de précision dans le déplacement des troupes. Et le tambour major
était en quelque sorte le chef d'orchestre du régiment. Même, il ne donnait pas les ordres, mais c'était celui qui donnait le rythme, indispensable. Oui. Et quand vous regardez la canne du tambour-major, qui servait à l'origine à sanctionner les tambours qui n'étaient pas... ah bon, il leur tapait dessus. Oui, bien sûr. C'est une canne pour correction. Mais qui servait aussi à donner les signaux. Et après, c'est d'abord tout un système de mouvements de canne qui permettait de faire savoir les différents batteries à jouer. Et c'est exactement la même que la canne du maître de ballet à l'époque. Et c'est la même que la canne du roi sur les tableaux où vous voyez le roi avec appuyé sur sa canne. C'est le symbole du pouvoir, d'une certaine façon. C'est le symbole du pouvoir. C'est l'axe qui donne le rythme essentiel au mouvement général. Même si le tambour-major ne comprenait rien, bien souvent, à l'ordre de manœuvre et la volonté du commandement, mais c'était lui qui, au niveau régimentaire, donnait le rythme et transmettait Alors, je crois, Thierry Bouzard, que vous souhaitiez rendre hommage aux descendants spirituels de ce tambour-major qui est décédé relativement récemment. Est disparu en décembre 2014, Robert Goutte, qui était... que je considère comme le dernier tambour-major général de l'armée française. Il avait appris le tambour à la garde. Il avait été enseigné par De France, qui était le tambour-major de la garde à l'époque. Et on conservait encore à la garde des usages ancestraux, puisque c'était un enseignement exclusivement de maître à élève. Et il était hors de question d'avoir un manuel, il était hors de question de diffuser ce savoir militaire ancestral à d'autres. Et ça a été plus ou moins bien perçu qu'ils prennent un jeune pas militaire pour lui enseigner le tambour. Et Goutte va après faire carrière dans l'armée et va éditer un manuel de tambour-major qui va faire référence. Et c'est le premier à avoir précisément compté le nombre de battements dans les roulements, ce qui n'était pas le cas auparavant, pour avoir une plus grande précision dans l'écriture de la musique. Parce que ça a toujours été des usages et que quand vous voyez la partition de 54, il y a des battements pour les rythmes, mais quand vous avez roulement, c'est marqué roulement avec un espèce de mouvement ondulé, on ne donne pas le alors que là, il y avait, je sais pas, 60 battements. Oui, mais c'est à l'époque récente. Voilà. Alors qu'à l'époque, on donnait la vitesse d'exécution sans rentrer forcément dans tous les détails. Dans le détail des coups de baguette, vraiment. Et on était arrivé à cette époque à une espèce de niveau du tambour incroyable, sans équivalent, puisque cette partition de 1754 ne va pas être jamais rééditée. Jusqu'à les partitions de tambour réglementaires après. On a une partition en 1830, mais ça indique juste les onomatopées sans donner les partitions. Et après, c'est... je ne sais plus tard, milieu du 19e, vous voyez, donc, et alors que vous continuez à battre le tambour, et ça montre bien l'importance des usages dans l'armée à cette époque. Et cette partition, elle s'inscrit dans un système général. Ce n'est pas seulement un travail qui a été fait de musique, de partition, de composition et d'écriture musicale, elle s'inscrit dans un système avec l'ordonnance de 1755, l'année suivante, où vous avez l'exercice de l'infanterie, le texte du règlement de manœuvre, dans lequel c'est précisé, qui fait référence à la partition, et les deux grandes publications de gravures avec les mouvements des troupes, le mouvement du soldat, où on indique le garde à vous, le fusil, comment on tient le fusil, comment on tire. Donc on a les dessins. C'est des gravures très précises, magnifiques, grand format, c'est des grandes gravures comme ça. Et vous avez une autre édition à l'horizontale des mouvements des troupes. C'est-à-dire que vous avez le régiment en déplacement, en ligne, en colonne, quand il tourne en oblique, etc. Tous les mouvements sont précisés, et ça en lien avec la partition et en lien avec l'exercice de l'infanterie, puisque vous avez indiqué dans ces gravures le pas du soldat, les différents pas du soldat avec les distances entre les pieds qu'on retrouve dans la partition, parce que vous avez, sur la partition, vous avez marqué pied droit, pied gauche, correspondant à la main droite et la main gauche quand on bat le tambour. Et donc on voit là qu'on a une véritable chorégraphie militaire, et que le tambour-major, c'est là l'ordonnancement du mouvement général de la troupe. On voulait tout rationaliser. Oui. Alors évidemment,
c'était un rêve inaccessible et la guerre de 7 ans ne rendra pas les espoirs qu'on avait mis dans cette ordonnance, mais ça montre bien l'effort considérable qui avait été fait par les théoriciens, les concepteurs de l'époque pour essayer de porter l'art militaire à un sommet qui n'a jamais été dépassé à l'époque. Alors cette volonté de normalisation, donc nous sommes, vous l'avez signalé, au cœur même de l'époque des Lumières, elle va s'inscrire finalement dans la durée, parce qu'on aurait pu penser qu'avec la Révolution, toute cette savante ordonnance allait être remise en cause. À l'époque où on bouleverse la stratégie, où on recrute un peu le citoyen soldat en masse en 1793, mais pour ce qui concerne la musique, on a conservé ce qui avait été défini, dessiné à l'époque de l'Ancien Régime. C'est cela, ça ne change absolument pas. On garde la même ordonnance, enfin les mêmes batteries de tambours, inchangées pendant toutes les guerres de la Révolution et de l'Empire. Elles vont même plutôt se simplifier parce que, contrairement à ce qu'on croit, les tambours de l'époque napoléonienne étaient loin d'être aussi bons que laisseraient entendre les batteries napoléoniennes qu'on entend maintenant, qui sont des batteries virtuoses, voilà, mais qui sont, à mon avis, on travaille beaucoup en ce moment là-dessus, à quelques-uns, pour montrer que ce sont des reconstitutions du début du XXe siècle et qui ne correspondent pas du tout au niveau des tambours de l'époque, parce qu'il y avait un tel... D'ailleurs, renouvellement un tel turnover, c'était un terme interdit. Attention. Le terme de l'ennemi. Renouvellement des cadres. Voilà. Et c'est pour ça, on voit sous la Révolution et l'Empire, ce qu'on ne voyait pas sous l'Ancien Régime, des enfants soldats, des enfants tambours. Ah bah oui. Et parce que on avait besoin de renouveler les troupes. Et quand on sait que le tambour, il faut du temps pour être un bon tambour, ça ne se forme pas en 5 minutes. Donc un gamin de 12 ans ne pouvait pas maîtriser. Il battait assez mal en réalité. Voilà. Et il y a des courriers, des lettres du commandement demandant à former des tambours, à créer des écoles de tambours, parce qu'il y a un manque dans les régiments, et que si on n'a pas de tambours compétents, les ordres sont mal transmis et la troupe ne peut plus répondre correctement au commandement, à tel point que sous l'Empire, on a un exemple où un régiment monte à l'assaut à la charge, le tambour bat la charge, et puis rafale de mitraille, tous les tambours sont tués, les soldats s'arrêtent. Alors l'officier qui dit « chargez !» Personne ne bouge parce qu'il n'y a plus de tambour. Et le tambour, c'est très important pour entraîner. Et le soldat, au milieu de la bataille du vacarme et de la fumée il repère il entend, et surtout, il a un repère sonore. Il sait que le cœur du régiment continue d'exister en quelque sorte. Et si ça s'arrête et ça lui dit qu'il faut toujours attaquer. Parce qu'on ne voit rien. Bien sûr. On ne voit rien à 1,50 m, 2 mètres dans le combat. Donc c'est important comme un repère. Donc c'était très dangereux d'être tambour, finalement. On était une cible de choix. Bien sûr. Alors que les musiciens, eux, se gardaient bien, les musiciens d'harmonie, eux ne montaient jamais au front, ils restaient toujours en arrière, ils refusaient totalement. Non, c'était pas leur boulot. Mais les tambours étaient devant. Indispensables. Mais en fait, ces tambours, ils étaient peut-être surtout utiles à l'époque de la guerre d'Ancien Régime, qui était une guerre en ligne avec un ordonnancement très savant des mouvements au XVIIIe siècle, alors qu'avec les tactiques mises en œuvre sous la Révolution à l'époque de Lazare Carnot, on privilégie le déploiement en tirailleurs parce que finalement on a du monde en quantité, on n'est plus du tout dans la même logique de guerre entre guillemets scientifique. C'est sûr, c'est la masse. Et c'est bien sûr, sauf que les usages font que c'est compliqué de changer des habitudes ancestrales. Et le commandement va essayer, pour les troupes légères, de tester le cornet, mais ça fonctionne très mal, et il faut attendre les années 1830 pour introduire le clairon, pour généraliser le clairon en remplacement du cornet. Il avait commencé déjà en 1826, en réalité, le clairon remplaçait le cornet, mais il va être généralisé qu'en 1830. Donc il y avait vraiment un besoin d'instruments. Et le clairon se substitue au tambour ensuite. Et non, il substitue dans le règlement, mais dans les usages, ça va durer très longtemps, parce que en France, on est un pays de conservateurs, et on a du mal à supprimer ce qui est considéré comme une tradition ancestrale. C'est superbe, le tambour. C'est magnifique. Alors, est-ce que vous nous en faites écouter? Je vous fais écouter, bien sûr, bien sûr. J'ai prévu plusieurs. On a commencé par l'appel.
Oui. Des batteries qui ont été enregistrées spécialement sur cette ancienne partition par des tambours militaires. On écoute. Toujours un peu pareil. Oui. C'est un appel et ça peut durer jusqu'à ce que les troupes soient... Jusqu'à ce que le rassemblement soit effectif. Donc c'est l'appel. Donc ça, oui, très, très simple, on va dire. Là, le musicien, c'est pas... On voit bien que c'est pas de la musique. Non, on voit bien la différence. C'est un rythme, oui, d'accord. Ensuite, j'ai sélectionné le banc. D'accord. Forme très simple. Alors le banc, c'est pour dire quoi? Ouvrez le banc, fermez le banc, c'était dans, les cérémoniales. Dans les cérémonies. Pour indiquer que le moment le plus sacré, c'est un peu les clochettes à la messe. À la messe, d'accord. Après, je vais vous faire entendre la charge. Ah. Ouais. Et là, exactement la partition de l'époque. Ils ont joué sur ce qui était écrit sur la partition, qui a guère changé. Je vais être affreuse, mais c'est à peu près comme le premier morceau, en plus rapide, oui, non? Oui, ils jouent plus vite. Et ça veut dire allez-y les gars. Mais quand on n'a pas l'habitude, toutes les batteries se ressemblent un petit peu, parce que de toute façon, il n'y a qu'un seul son sur un tambour. Donc c'est assez difficile d'obtenir vraiment de la variété. C'est vrai. Donc c'est du rythme, on joue un peu sur le rythme. Donc quand ça va vite, ça veut dire on attaque. Alors, cette sonnerie à la charge, là, ça vaut pour la charge d'infanterie. Charge d'infanterie, bien sûr. Parce que là, les cavaliers, dans cette affaire, eux, ils se déplacent beaucoup plus vite. Est-ce que le tambour a les mêmes fonctions pour les unités de cavalerie? Exactement. Sauf que dans la cavalerie, on utilise la trompette, parce qu'un tambour à cheval, c'est vraiment pas pratique. Il n'y a que les dragons qu'on le... Mais oui, ça existe. Mais parce que le dragon, il se bat à la fois à cheval et à pied. À cheval, en réalité, c'est la trompette pour la cavalerie depuis des temps immémoriaux, parce que avant ils utilisaient les trompes, la trompe de Roland, mais le cuivre, on le connaît dès le Moyen-Âge. Il commence à apparaître des cuivres, des trompettes. On a des trompettes royales. C'est des trompettes naturelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piston. On peut jouer. Oui, ça amplifie le son. C'est tout. Et donc c'est très propice pour les signaux. Et pareil pour les réglementations des sonneries de trompette, je ne vous en ai pas apporté aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est tambour. La trompette, c'est 1766, et après celle de Bulle sous l'Empire. On va faire pour les trompettes en 1766 ce que l'on a fait pour le tambour en 1754. Non, parce que la cavalerie, c'est pas l'arme principale, donc on normalise moins et on a moins besoin de tout fixer. De tout fixer. Donc ça va être les premières partitions officielles. Mais elles ne vont pas avoir l'importance des batteries de tambour. Ça bouge un peu sous l'Empire, peut-être, avec la réserve de cavalerie qui devient un instrument essentiel de la bataille. C'est peut-être lié à ça que les sonneries sont complètement revues par Bulle. D'accord. Qui n'est pas le compositeur, parce qu'il reprend des sonneries, les sonneries précédentes, mais qui les arrange, les aménage, puis qui compose quelques grandes marches magnifiques au cuivre. C'est joli. Mais revenons au tambour. Alors, qu'est-ce que vous avez maintenant? Et on oublie toujours de dire que cette partition a un auteur, parce que ce qui est très curieux, c'est qu'elle tombe dans l'oubli, et que le grand historien de référence sur la musique militaire qui s'appelle Georges Kastner, qui publie en 1848, je crois, un manuel de musique militaire, et publie des partitions, et il se trompe dans l'attribution de ces partitions, et il les attribue à
un auteur qui n'existe pas, et j'ai jamais retrouvé la trace. Je pense qu'il l'a inventé tout simplement parce qu'on connaît le compositeur de cette partition, qui en fin de compte, qui n'a fait que réaménager les batteries anciennes, mais qui les a réécrites parce qu'elles n'avaient pas été réellement complètement écrites. Donc, il s'agit du major de Bombelle, qui est un major des gardes françaises et qui est le fils d'un théoricien, d'un de ces théoriciens militaires de Bombelle, qui commandait, je crois, la place de Metz et qui avait écrit des ouvrages comme beaucoup d'autres de stratégie et qui avait, son fils, lui, avait travaillé pendant plusieurs années pour composer cette partition. Et on retrouve dans son livret militaire et son livret de pension les gratifications qu'il a obtenues du roi pour ce travail considérable. Et à tel point que, pour revenir à cette formation des tambours, au bout de 2 mois, octobre, novembre-décembre, ils sont convoqués à Versailles, donc ils partent des Invalides et ils vont à Versailles, et devant le roi qui est à son balcon et qui transmet les ordres à son ministre secrétaire d'État à la guerre, et pour faire exécuter l'ordonnance en pied et au pas pour vérifier que ça fonctionne bien et qu'ils ont bien intégré ces batteries de tambours. Et ils ont passé l'examen. Et ils passent l'examen, c'est rendu compte par le Mercure de France qui raconte les évolutions. Et les années suivantes, donc elle rentre en service en 1755 avec l'ordonnance pour l'infanterie. Et les années suivantes, Bourroux, qui est le tambour-major des gardes françaises, va aller dans les camps d'entraînement d'été pour vérifier que la batterie est bien exécutée et fait son rapport tous les ans pour dire voilà, là, elle est exécutée comme ci, comme ça. Et il explique déjà qu'il y avait une tendance à l'accélération du mouvement parce que ça ne va pas assez vite, 60 pas minutes, c'est pas assez rapide. Et donc, progressivement, on accélère le pas jusqu'à la Révolution où le pas redoublé devient le pas ordinaire. Donc, on voit bien qu'il y a une accélération du mouvement, une accélération du temps aussi. Tout va plus vite. Et là, un dernier extrait peut-être On peut. Pour la fin, j'ai gardé la retraite. Ah bah oui, on va terminer là-dessus. Alors, on écoute la retraite. Dans l'ordre. Eh oui. C'est pas la fuite. Retraite sur des positions préparées à l'avance, voilà. Bien sûr. Ça peut être un recul organisé. Oui, alors c'est moins rapide que la charge, effectivement. Oui. Là, c'est un côté un peu funèbre. C'est l'opération la plus difficile à réaliser, la retraite. Oui. Eh bien là, c'est moins gai, mais on sent qu'effectivement, c'est une retraite bien organisée. C'est prévu. Bien organisée, oui. Et à l'époque, à 60 pas minutes, on avait le pas glissé, complètement oublié maintenant dans le cérémonial, parce qu'on va trop vite maintenant, mais il faudrait revenir. Est-ce qu'on gardait encore est-ce qu'on gardait les Britanniques, si vous regardez la relève de la garde, ils ont encore le pas glissé, qui est un héritage, un emprunt à l'armée de la monarchie. Écoutez, c'était passionnant. Merci Thierry Bouzard de ce moment rythmé par les hauts tambours des Lansquenets. Non, c'est pas la même époque, mais c'est pas grave. Mais ça, tout le monde connaît. Non, c'est avant, bien sûr. On voit surgir là des souvenirs qui nous renvoient ailleurs. Une époque. Mais en époques antérieures. Oui. Des guerres d'Italie. Quand Frundsberg s'emparait de Rome en 1527. Voilà, par exemple. Et bravo au tambour. Je crois qu'il y avait aussi un autre monsieur à qui vous souhaitiez rendre hommage, qui est décédé il y a quelques jours. Et Désiré Dondaine, décédé jeudi 12 février, qui était un très grand chef de musique, qui a été 25 ans le chef de musique de la musique des Gardiens de la Paix, et qui a fait une quantité, enregistré 200 titres, 200 albums, et dont il faut souligner la magnifique collection de l'anthologie de la musique pour harmonie, qu'il a édité en 10 volumes à la Serpe, et qui est injustement tombé dans l'oubli, qui n'a pas connu de succès commercial, alors que c'est un ensemble tout à fait remarquable. Qui fait référence. Et c'est amusant parce qu'il avait démarré cette collection
Ça, c'est dit d'une part, c'est qu'il avait découvert dans les archives, en ouvrant les placards des archives de la préfecture de police, des partitions de musique. Et il était très surpris. On lui avait dit oui, mais les musiciens, il y a des compositeurs qui ont préféré les mettre à la préfecture de police parce qu'ils considéraient que c'était plus sûr qu'à la Bibliothèque nationale ou à Marial au Royal. Et donc il a sauvé ces partitions. Il les a enregistrées et il a enregistré beaucoup de premières mondiales de certains morceaux. C'était très bien de lui rendre hommage. Eh bien, merci messieurs, merci Thierry Bouzard de ce moment et j'espère qu'on vous retrouve bientôt car on apprend toujours plein de choses sur la musique militaire et nous, la musique militaire, on adore ça. À bientôt, restez avec nous.